Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Sport automobile, William Bertrand est à 13 ans l'un des plus grands espoirs français de kart. Le pilote fan de Sébastien Loeb a remporté le Sens Trophy 2015 et a terminé à la deuxième place au championnat d'Île-de-France. Son portrait dans cette édition. Boxe, l'élan courtois Adila Mohammadi a remporté son combat contre le Hongrois Torres Marine le samedi 28 novembre. L'Yvelinois a terrassé son adversaire dès le premier round. Nous recevrons Adila Mohammadi dans quelques instants sur ce plateau avec son coach Tanguy Farouja. Cyclisme, le pistard de Vélizy 78, Jean-Michel Richefort, 62 ans, a réalisé 664 km pendant 24 heures à l'occasion du Téléthon. Retour sur cette performance dans ce magazine. Et puis en fin d'émission, nous parlerons football et du match nul entre Verneuil et Maurepas, 4 buts partout. Il sera peut-être le futur Sébastien Vettel ou Lewis Hamilton. Le jeune Yvelinois de 13 ans, William Bertrand, affole les compteurs dans les compétitions de cartes. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. William Bertrand, 13 ans, est déjà un as du volant sans son permis en poche. Ce jeune sportif né au Chesnay fait aujourd'hui partie des 3 meilleurs jeunes pilotes de kart de l'Hexagone dans la catégorie cadet, un sport qu'il a démarré en 2011 au Racing Kart de Corneille. C'est mon père, un jour, on est allé faire un tour en location et j'ai beaucoup aimé ça et donc depuis, on est allé plus loin et on a vu la compétition et c'est une grande passion, donc c'est pour ça que j'en fais et ça me fait très plaisir d'en faire. Depuis cette saison, la carrière du jeune prodige s'est accélérée. William Bertrand a remporté le Sens Trophy 2015 et a terminé à la 2e place au championnat d'Île-de-France. Au total, Willy a réalisé 8 podiums sur les 12 courses qu'il a disputées cette saison. Il a une grande maîtrise, il a une grande intelligence de la course, il arrive à maîtriser les compétitions, à savoir se repositionner pendant la course. Récemment, dans un championnat de France où il fallait faire attention à la gestion des pneumatiques, il a su justement ne pas toujours attaquer à la limite pour pouvoir préserver la machine et espérer être mieux dans la fin de la compétition. Pour s'améliorer, le jeune prodige s'entraîne en moyenne 1 jour sur 5 sur le bitume du circuit d'Angerville. Le pilote fan de Sébastien Loeb et de Vettel pratique également la natation, la course à pied et des séances de musculation pour supporter physiquement les exigences du kart de haut niveau. Des sacrifices pour se rapprocher de ses objectifs. Le rêve, c'est d'être en F1, mais c'est très difficile. Et donc, déjà être en automobile, c'est déjà bien. Mais c'est pour ça que parallèlement, je vais à l'école, j'ai des très bons résultats pour m'assurer un bon avenir. J'espère qu'il va aller vers la monoplace et qu'il va pouvoir s'épanouir dans le sport automobile. Je pense que c'est tout à fait possible. Je n'ai pas de doute. Là-dessus, j'ai aucun doute. William Bertrand reprendra la compétition en mars prochain. Son objectif sera de terminer dans le top 3 au niveau national. Lui n'est plus un espoir, mais une confirmation. Nous allons parler à présent boxe avec le champion d'Europe des super moyens, Adila Mohammadi. Nous continuons donc ce magazine par de la boxe. L'élan courtois Adila Mohammadi qui s'entraîne au Palais des Sports d'Elancourt n'a fait qu'une bouchée du Hongrois Héricles Torres Marine le samedi 28 novembre. Le combat était prévu en 10 rounds, mais Adila n'a eu besoin que d'un petit round pour terrasser son adversaire. Pour nous parler de son combat, nous recevons sur ce plateau le champion d'Europe Adila Mohammadi et son coach Tanguy Farouja. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce combat, Adila, vous l'avez expédié très rapidement. Oui, j'ai fait le boulot qu'il fallait faire. Le boulot qu'il fallait faire ? Le boulot qu'il fallait faire. On a pu avoir le nom de l'adversaire quelques semaines avant. Et puis de là, on a pu travailler sur ses faiblesses et puis ses atouts. Et vous avez peut-être mis en place une technique pour le surprendre dès le début du combat ? Dès le début, oui. Donc là, c'était simplement tenter de étouffer légèrement dans un premier temps et puis essayer d'atteindre le bas du corps. Et c'est un sacré morceau ? Il fallait faire attention parce que bon, c'était quand même quelqu'un, il était gaucher déjà de base, donc c'est une attitude différente. On a plus l'habitude de travailler avec des droitiers et c'est vrai qu'il avait aussi quand même une boxe assez dangereuse. La tête en avant parfois et puis il fallait faire attention à ses bras arrière. Donc on a travaillé tout ça. Et puis ça a marqué des points.
Tanguy, Adila a réalisé le combat qu'il fallait? Il n'a pas pris de coup. C'est lui, il a réussi à le toucher comme il fallait, donc il n'y a rien à dire, quoi. Vous vous attendiez à un combat peut-être si rapide? Si rapide, non, parce que c'est un boxeur quand même qui a été champion du monde en pied-point, qui, comment on appelle ça, qui a rencontré les meilleurs Français, qui a été battu qu'au point. Et Adila, l'a ridiculisé. Ça prouve que Adila, c'est un grand mondial. Et vous le sentiez capable de réaliser ce type de performance? Un round et le combat est terminé? Il est capable de faire beaucoup mieux encore. Faire beaucoup mieux? Avec d'autres adversaires qui seront classés mondiaux et voire même des champions du monde, je suis sûr qu'il va être champion du monde. Donc ce combat s'est un petit peu préparé à la dernière minute, à défaut de trouver un adversaire pour le titre de champion d'Europe. Oui. Est-ce que c'était un petit peu frustrant cette situation? On rappelle que votre combat avait été annulé début novembre. Oui. Ça a été dernière seconde avant la pesée. Voilà. Avant la pesée. Donc du coup, on attendait notre boxeur pour la conférence de presse le jeudi, qui ne s'est pas présenté. Sa team était présente, mais lui ne l'était pas. Du coup, il était censé venir quand même pour la pesée. On ne l'a jamais vu. Désistement, le jour J, j'ai appris que je ne boxais pas. Après, frustrant, on avait fait comme le boulot qu'il fallait. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de savoir la veille qu'on ne boxera pas après peut-être 8 semaines de préparation. Mais mentalement... vous n'étiez pas plus frustré que ça? Non, parce que j'ai confiance aussi, j'ai quand même confiance au promoteur. Voilà. Donc il sait quel boulot il avait à faire, quoi. Donc là, on n'a fait que reporter un combat pour moi. Et ce combat contre le Hongrois était justement l'occasion de vous maintenir en forme? Voilà, de me maintenir en forme et de mettre un peu aussi de mettre aussi en place ce qu'on a pu voir sur ces 8 semaines sur ma préparation. Et puis ça a donné ses fruits. J'en suis pas forcément mécontent, au contraire. Et puis, comme je dis, je fais entièrement confiance au promoteur. Il a quand même réussi à nous, sans forcément mettre ce titre en jeu, il a réussi à nous placer sur les 10 mondiaux, sur les fédérations qui existent, en tout cas dans la boxe anglaise, entre autres WBC, WBA, WBO, IBF. Voilà, les fédérations mondiales. J'y suis classé. Donc c'est très bien. Après, on attend... encore les adversaires. Voilà. Et Tanguy, est-ce que vous pensez que Adila fait peur? Parce qu'on a du mal à lui trouver des adversaires. Justement, c'est ça le problème d'Adila. Il a été, pour être champion d'Europe, il est resté presque 2 ans sans boxer. Là, on n'arrive même pas à trouver un challenger par dérogation. Après, là, on aura des gros... Je pense que c'est très dur de trouver des adversaires. Les promoteurs. Et comment l'expliquez-vous, justement, ce problème? C'est un grand frappeur, très courageux. Il a rencontré De Gall qui est champion du monde, qui a fait d'ailleurs De Gall il veut pas faire la revanche entre parenthèses, donc ça prouve que c'est quelqu'un qui terrasse les plus grands mondiaux et qui fait peur, qui fait très peur. Et est-ce que certains observateurs estiment que Adila fait peut-être partie des meilleurs boxeurs français actuellement? Est-ce que vous avez ce sentiment-là également, Tanguy? C'est le meilleur boxeur français. J'en ai discuté encore avec des personnes il n'y a pas si longtemps. Ils ont dit voilà, même malgré son âge, il a encore quelques années à tenir et que beaucoup regrettent qu'on a signé avec des promoteurs italiens. Maintenant en France, il n'y a personne qui arrive à la cheville avec le promoteur Karki. Donc moi je pense vraiment qu'il a une grosse carte. Voilà. Est-ce que vous pensez que Adila est sous-estimé peut-être en France, dans la boxe française? Est-ce que vous pensez il était sous-estimé. Maintenant, ça serait difficile de le sous-estimer. Voilà, il était champion d'Europe en Espagne, champion de France 2 fois, perdu De Gall, la décision, beaucoup la contestent. Voilà, c'est difficile de sous-estimer maintenant Adila. Adila, vous êtes passé par des moments compliqués. Il y a eu bien sûr cette victoire pour le titre européen au mois de mai contre Hilario en Espagne, mais vous êtes quand même passé par des moments très compliqués dans votre carrière. Vous avez 35 ans, vous n'avez pas boxé pendant 18 mois par exemple à un moment. Est-ce que ces épreuves vous ont rendu plus fort finalement? Oui, enfin plus fort dans le sens où moi je reste fixé quand même. À partir du moment où je me fixe un objectif, le but est vraiment de l'atteindre sans forcément me donner d'échéance. Voilà. Donc après, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on n'a pas de date.
où c'est forcément toujours décalé. On se prépare, il faut se maintenir, c'est ce qu'il y a de plus dur. On met beaucoup de choses de côté. Vous avez un travail à côté. Exactement. Donc, d'ailleurs, j'y remercie bien d'avoir pu, justement, ils me permettent aussi d'aménager mes horaires pour pouvoir me préparer sur ces grandes échéances. Et la frustration, elle n'y est pas spécialement, parce que je me dis, on le fera et je mettrai les cartes qu'il faut pour y arriver. Que ça se fasse dans 1 an ou 2, tant que je lâche pas, on y arrivera. Tanguy, quel est le programme pour la suite pour Adila? Là, c'est plus nous qui décidons, il y a un promoteur. Maintenant, c'est soit une défense de titre, soit il va se rapprocher du championnat du monde. Voilà. Et de toute façon, on espère le championnat du monde. Et vous pensez que le prochain combat d'Adila sera programmé prochainement? Vous avez bon espoir en tout cas? Oui, là, on va avoir une réponse, je crois, le 17 décembre. On a une réponse, savoir s'il met son titre en jeu entre janvier et février. Adila, vous avez 35 ans. Oui. Quel est le programme? Est-ce que vous comptez raccrocher d'ici peu ou est-ce que vous comptez pour défendre moi, votre titre encore pendant non, longtemps? je souhaite le défendre. Maintenant, objectif, c'est les mondes. Et j'y resterai, du moins je resterai dans le milieu tant que je ne fais pas mon championnat du monde. Donc là, je pense qu'on est bien parti pour le faire. Voilà. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous recevra avec grand plaisir lors de votre prochain combat, Adila. Ouais. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau en tout cas. On reste dans la boxe. Le Verrérois Ahmed El Moussaoui, 25 ans, double champion de l'Union européenne des poids welter, s'est incliné au point ce samedi à Hamilton en Nouvelle-Zélande contre l'Australien Jeff Horn. L'Illinois a tenu jusqu'au 10e round avec une blessure au biceps contractée pendant le combat face au triple champion d'Australie de 27 ans. Ahmed El Moussaoui ne remporte donc pas les titres intercontinentaux IBF et WBO oriental. Le boxeur affiche désormais un bilan de 22 victoires, 1 nul et 2 défaites. La date de son prochain combat n'a pas encore été communiquée. Après la boxe, on ouvre à présent une page cyclisme. Un exploit au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le pistard de Vélizy 78, Jean-Michel Richefort, 62 ans, a réalisé 664 km pendant 24 heures à l'occasion du Téléthon. Retour sur cette performance, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Jean-Michel Richefort a réussi son pari. Le pistard de Vélizy 78 a parcouru en 24 heures la distance de 664 km, l'équivalent d'un Paris-Toulouse au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines entre le vendredi 4 et le samedi 5 décembre. Un défi que le cycliste de 62 ans s'est lancé à l'occasion du Téléthon. À l'arrivée, les jambes étaient évidemment lourdes, mais le sourire était bien présent sur le visage du Vélizien. 24 heures après, c'est l'euphorie, hein, on se sent très très bien. Ce n'était qu'un défi pour le Téléthon, c'est ma contribution pour le Téléthon. Donc on a respecté à la lettre le tableau de marche quand c'était fixé sur des bases hautes. On avait 2 tableaux de marche, un tableau de marche réaliste, un tableau de marche optimiste. Et on est resté sur ce tableau de marche haut. Et puis j'avais les jambes pour bien terminer, voilà, tout simplement. Pendant son périple, Jean-Michel Richefort a connu une crevaison de la roue arrière et un gros coup de fatigue dans la nuit entre 5h et 6h du matin. J'ai voulu résister au sommeil et je crois que c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut savoir s'arrêter, faire une pause de 20 minutes, une relaxation pour repartir. J'ai voulu résister et ça a été très difficile. Après, je me suis refait un peu en début de matinée. Mais j'aurais dû vraiment m'arrêter plus tôt, anticiper ce sommeil. Et je pense que j'aurais pu atteindre peut-être 670. Pour l'aider à lutter contre la fatigue, une centaine de cyclistes amateurs comme professionnels se sont relayés aux côtés du pistard. Parmi eux, Stéphane Rossetto de l'équipe Cofidis, Johan Ofredo et Kevin Reza de la FDJ et Quentin Lafargue de l'équipe de France. J'étais vraiment ravi de pouvoir y participer en tant qu'accompagnateur un petit peu, histoire d'encourager un peu au début, un peu à la fin. Et puis voilà, c'est pour la bonne cause, donc tout est bon. Nous, on avait à cœur de pouvoir être présents ici au Vélodrome. On y est tous les jours, on le connaît par cœur, on connaît très bien Jean-Michel, il fallait qu'on soit là pour le soutenir. Ce sont tous des cyclistes confirmés qui sont venus là, parce que pour rouler sur cette piste qui est très technique, il faut déjà être un cycliste confirmé. L'exploit de Jean-Michel Richefort a permis de récolter 7 300 € pour la recherche médicale dans le cadre du Téléthon 2015.
On continue ce magazine par du rugby. Le club de plaisir s'est imposé ce week-end sur le terrain de Lagrange-Armentières. Le score 29-13 pour les Yvelinois. Conséquence, les Plaisirois sont premiers du classement de la poule 1 de Fédéral 3 à égalité de points avec Ris-Orangis. Pour décrypter la première partie de saison de plaisir, nous recevons sur ce plateau le coach du RCP, Jean Miss. Bonsoir. Bonsoir. Alors revenons tout d'abord sur ce match. Est-ce que la victoire était aussi simple que le score le montre ? Alors pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ben, on s'y attendait un peu. J'avais prévenu un peu les joueurs parce qu'on sait que Armentières est une équipe avec très lourd devant, avec un bon pack, très, très gaillard, quoi. C'est les gros du Nord, on va dire. Donc on savait qu'on allait tomber sur un gros pack, on n'a pas été déçus. Il manque un petit peu d'organisation, heureusement pour nous, mais sinon, physiquement et au niveau de la densité physique, c'était énorme. C'était très, très, très dur à répondre présent au combat, quoi. Et donc vous avez pris le bonus offensif. On prend le bonus offensif, mais dans les arrêts de jeu, avec un dernier essai dans les arrêts de jeu. Néanmoins, quand même, avec une séquence de jeu de plus de 2 minutes et avec à peu près 13 temps de jeu. Donc, un bel essai, vraiment. Et la victoire est belle parce que Armentières est aussi une bonne équipe de Fédéral 3 également. Oui, ils n'étaient pas très très bien placés, classés. Qui a en tout cas l'expérience de la Fédéral 3. Mais ils ont l'expérience, oui, notamment chez eux, on va dire. Et est-ce que l'équipe est encore perfectible ? L'équipe de plaisir est encore perfectible ? Je l'espère. Vous l'espérez ? Je l'espère. Dans quel secteur ? On y travaille pour. Dans quel secteur ? Dans quel secteur, c'est compliqué à faire, à dire plutôt, excusez-moi. Mais on essaie quand même d'apporter, que ce soit Frédéric ou moi, on essaie d'apporter quand même un plus sur le collectif, c'est normal. On est entraîneur et on veut y apporter notre patte, entre guillemets, et surtout on veut essayer de faire travailler les joueurs pour qu'il en sorte un maximum de résultats, quoi. Et le secteur, il n'y a pas vraiment de secteur, on ne va pas dire des secteurs, on travaille par rapport à notre idée de jeu et par rapport, encore une fois, aux éléments qu'on possède. Donc vous êtes arrivé en septembre à Plaisir, en provenance de Ponto Combo. Vous avez réussi, là, maintenant, en décembre, est-ce que vous avez réussi à mettre en place vos idées de jeu ? Oui, il y a certaines choses, oui. Parce que vous avez apporté peut-être votre patte à l'édifice. Oui, ma patte, notre patte, on va dire, puisqu'on travaille vraiment en collaboration. Et c'est vrai que forcément, quand on arrive tout doucement, c'est ma manière de faire, et on arrive tout doucement, on n'impose pas les choses, on essaie de montrer que ça peut être intéressant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un style de jeu, on va dire, qui a été légèrement modifié sur certains points, et les joueurs y adhèrent, c'est le principal, parce que si les joueurs n'y adhèrent pas, on se heurte à un mur et c'est pas bon. Et votre jeu est plutôt tourné vers l'offensive, vous avez marqué depuis le début de la saison 209 points. Est-ce que c'est la force finalement de plaisir, ce jeu offensif ? Il y a l'équipe pour, il y a vraiment un grand enthousiasme de la part des joueurs tous les dimanches. Bien sûr que c'est perfectible, vous le disiez tout à l'heure, et on est là encore pour ça, parce que je pense qu'on est loin encore d'avoir obtenu le meilleur de ce groupe, parce que je pense qu'il y a encore d'énormes possibilités, et on y travaille. Et offensivement, vous pouvez déstabiliser n'importe quelle défense de Fédéral 3, à votre avis ? Ah, c'est prétentieux de dire ça, c'est prétentieux. Un match de rugby, c'est un match de rugby, donc à dire que ça voudrait dire qu'on est les meilleurs de France. Donc si on est champion de France, tout de suite. Je reviendrai vous dire, effectivement, on est peut-être les meilleurs. Mais pour l'instant, on est loin. Bon, en tout cas, vous êtes premier de Fédéral 3 pour l'instant, à égalité de points avec Ris-Orangis. Est-ce que ce classement est finalement logique, vu que vous descendez de Fédéral 2, ou est-ce que rien n'est logique finalement dans le rugby ? On peut dire quand même que c'est vrai, comme je vous avais dit la dernière fois, Plaisir c'est quand même bien comporté la saison dernière en Fédéral 2. Donc il était logique de jouer les hauts de tableau en Fédéral 3. C'est forcé. C'est forcé. Maintenant, bon, la saison encore est longue. C'est vrai qu'on a fait un petit peu le trou avec Ris-Orangis. Et donc on peut considérer qu'on sera dans les 2 premiers, quoi. Même si c'est un petit peu prétentieux peut-être et présomptueux, mais il faut être réaliste. On a le dernier match des phases allées dimanche contre Maison Lafitte à domicile. On a vu toutes les équipes, sans grosse casse de notre part ou alors une déroute complète. On peut viser une des 2 premières places. Et la première surtout. Et Ris-Orangis sera votre principal concurrent dans cette Fédéral 3 ? Oui. Sans aucun doute, il n'y aura pas d'autres équipes qui peuvent se mêler à cette course disons qu'on a déjà 7 points, je crois, de mémoire sur le 3e.
Donc 7 points, bon, c'est quand même quasiment 2 victoires de différence, quoi. Après, je vous dis, je ne suis pas Nostradamus. Pour moi, c'est sportivement que je pense qu'on est capable, on est largement capable de jouer, on va dire, en étant optimiste, la première place. Ça se jouera certainement, de toute façon, à Ris-Orangis, qui est quand même venu nous battre sur nos terres, 18-16, quoi. On a le sentiment, peut-être que cette année, les joueurs de plaisir ont le couteau entre les dents et ont vraiment envie de remonter dès cette année en Fédéral 2. Vous avez ce sentiment-là aussi? Ah oui, oulala, oui. Ils ont le couteau entre les dents? Ah oui, je crois que chaque week-end? C'est leur dessert, quoi. C'est leur petit gâteau. Mais voilà, c'est un travail de toute une saison, et puis surtout des phases finales qui ne sont pas évidentes pour obtenir éventuellement cette place en Fédéral 2 si convoitée, quoi. Donc l'idée, c'est de monter en Fédéral 2, mais de s'y maintenir cette fois-ci, par contre. Ça, ce sera, et dernière, vous êtes descendu après un an. Là, par contre, ça sera de s'y maintenir. C'est l'objectif, tout à fait. C'est pouvoir y monter, déjà, c'est pas facile. Et puis après, surtout travailler pour y rester, quoi. Là, c'est plus compliqué. Merci à vous, Jean-Miss. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On vous souhaite un dernier bon match à domicile, du coup, en championnat. Merci beaucoup. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. En football, l'équipe senior de Maurepas fait du surplace dans le championnat Excellence. Les Maurepaisiens qui évoluent en rouge sur cette rencontre ont été tenus en échec 4 buts partout sur leur terrain au stade du Bout des Clos contre l'équipe de Verneuil. Maurepas avait pourtant idéalement débuté la rencontre en menant 2-0 avant la demi-heure de jeu. Les Rouges ont ensuite encaissé 3 buts avant de reprendre l'avantage dans le dernier quart d'heure. Verneuil a finalement égalisé au bout du temps additionnel à la 94e minute. Au classement, Maurepas reste dernier avec 2 matchs de retard. Le capitaine Michael Delgado analyse le début de championnat raté de l'équipe. On avait bien commencé la saison, mais on s'est un peu trop concentré sur la Coupe de France. Puis on a eu un petit coup de mou depuis le match de la CBB qu'on a perdu en Coupe de France. Du coup, avec les blessures et les cartons jaunes qu'on a récidivés, on avait moins de joueurs, donc un effectif assez restreint. Du coup, c'est ce qui a fait que aujourd'hui même, on est à 13 au lieu d'être 14. C'est ce qui fait qu'avec un effectif restreint, on pêche un peu dans le classement, mais on travaille dur pour essayer de remonter dans ce classement. Toujours en football, on jouait ce week-end le 8e tour de la Coupe de France. Le dernier club yvelinois en lice, le FC Mantois 78, qui évolue en CFA, s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France en éliminant le club de l'Aismark à domicile, avec des buts de Préra et de Massampou dans les arrêts de jeu. Le club n'avait pas connu une telle aventure en Coupe de France depuis 10 ans. On connaît déjà le prochain adversaire de Mantes. Ce sera le stade Briochin pensionnaire de CFA 2, une équipe que les Yvelinois recevront à domicile. On écoute la réaction du manager Robert Mendy. C'est un bon tirage dans la mesure où on le reçoit. Bon tirage aussi parce que c'est une équipe qui est dans nos cordes, on va dire, parce qu'il n'y a qu'une division d'écart. Ils ont sorti Brest au tour précédent, donc c'est une équipe qui est sérieuse, qu'il faudra prendre au sérieux. C'est un match de coupe, donc on est content avant tout de recevoir. Les 32e de finale de la Coupe de France se disputeront les 2 et 3 janvier. En handball masculin, nouvelle défaite pour Le Chesnay en National 2 masculine. Les hommes coachés par Yanis Norbert se sont inclinés 33-25 contre Chartres à l'extérieur. Une équipe qui lutte également pour le maintien. Cette défaite a de lourdes conséquences pour le club. Le Chesnay est désormais bon dernier du championnat avec une seule victoire en 9 matchs disputés. Prochaine rencontre pour Le Chesnay dimanche prochain à domicile contre Saint-Nazaire. On termine ce magazine par des résultats de cyclisme sur piste. L'étape de la Coupe du Monde de Cambridge s'est déroulée entre ce vendredi et ce dimanche en Nouvelle-Zélande. Les pistards yvelinois n'ont pas brillé pendant la compétition. Chez les hommes, le Plaisirois Michael D'Almeida a terminé à la 25e position dans le Keirin. Une épreuve dominée par l'Allemand Joachim Ehlers. Dans l'épreuve de vitesse, Grégory Boger, qui est né à Maison-Lafitte dans les Yvelines, a terminé à une décevante 26e place. Chez les dames, la Plaisiroise Sandy Claire a terminé 37e de l'épreuve de vitesse, une compétition dominée par l'Allemande Christina Vogel. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV Fil 78.